La création d'Internet dans les années 1990 fut la promesse d'un libre accès pour tous au savoir. Cette promesse a-t-elle été tenue? Il serait prématuré de trancher dans un sens ou dans un autre. Un changement profond est en cours dont on est loin de maîtriser tous les effets. Mais ce serait une erreur de ne voir en l'informatique qu'un moyen technique plus performant d'archiver et de transmettre l'information grâce à son traitement numérique. Internet n'est pas un véhicule neutre. Sa puissance et sa vitesse de transmission ont bousculé les anciens usages, imprimé une forme à nos messages en modifiant également leur contenu. Internet nous a introduits dans un nouveau régime du savoir. Wikipédia, qui existe dans plus de 300 langues, compte des millions d'articles et qui est devenue ainsi l'encyclopédie la plus consultée au monde, est un succès indéniable et l'illustre parfaitement. Sans auteur, elle repose sur les échanges de connaissances et la libre contribution des internautes qui se corrigent les uns les autres. Sa qualité est variable, mais le plus souvent fiable. Celles et ceux qui ont la charge d'éduquer peuvent néanmoins déplorer l'usage excessif et intempestif d'Internet que font certains élèves. En contestant le rapport vertical à l'autorité, cet accès direct à la connaissance a bouleversé les anciennes hiérarchies. C'est en consultant plusieurs blogs au statut incertain que l'élève distrait en classe révise ses examens à la dernière minute, alors que l'élève curieux, en puisant dans la toile cet immense trésor anonyme, peut s'affranchir de la tutelle de ses professeurs si elle lui semble inutile. Plus généralement, ce sont les institutions garantes du savoir, écoles, universités, presse traditionnelle, qui se trouvent court-circuitées. Avec l'arrivée des tutoriels et des MOOC, il est même possible de se forger un avis personnel et de se former en autodidacte. Désormais, l'enfant équipé d'un smartphone est en mesure de rivaliser avec la mémoire des vieux sages. Et s'il y a une figure qui est appelée à disparaître, c'est bien celle de l'érudit. Si l'on trouve de tout sur Internet, il s'y diffuse davantage de fake news que d'informations vérifiées. Plus attrayantes, elles circulent aussi plus vite. Bien sûr, la révolution numérique n'est pas responsable des manières de vivre et de penser qu'elle a suscitées. Elle n'en a pas moins institué un nouveau rapport à la connaissance, caractérisé par une indifférence à la vérité qui, pour peu qu'elle dérange, n'est plus qu'une opinion parmi d'autres. Tel est le paradoxe auquel nous sommes confrontés. Alors même que dans les démocraties modernes, le niveau d'études n'a jamais été aussi élevé, on assiste à un retour de flamme de certaines croyances, voire de préjugés de superstitions des plus fantaisistes. Astrologie, spiritisme, animisme, chamanisme, etc. La prolifération des croyances dans un monde hyper connecté est l'une des grandes surprises à laquelle le siècle précédent ne nous avait pas préparés. L'individu aspirait au savoir universel. Les médias numériques lui ont offert de quoi alimenter un credo fabriqué sur mesure. Ne nous demandons pas à quoi l'on peut croire aujourd'hui. Tout peut devenir crédible et faire l'objet d'une croyance. Et le fait de croire en Dieu n'est plus qu'un choix parmi tant d'autres. Mais puisque le monde s'est peuplé de croyants en tout genre, demandons-nous plutôt ce que signifie croire et en quel sens l'un des actes les plus courants a pu devenir aussi suspect, voire négatif. Croire qu'il fera beau demain formule une conjecture. Croire que les marchands sont des menteurs exprime une opinion. Croire au mauvais présage trahit une superstition. Enfin, croire en Dieu relève de la foi. Le verbe croire s'emploie partout
mais sa signification diffère selon les situations. Or, si l'écran numérique me permet d'accéder au monde, l'image sensorielle est coupée de son élément moteur. C'est en voyant des objets sur lesquels je ne peux plus agir que j'ai pu contracter l'habitude de regarder sans agir. Pour le philosophe Gilles Deleuze, nous sommes désormais dans la situation psychique du voyant qui voit d'autant mieux et plus loin qu'il ne peut réagir, c'est-à-dire penser. Par le truchement de tous nos moyens télé, à distance en grec, je survole immobile le monde entier, mais le lien a été rompu, faute de vraiment y croire. Nos organes sont branchés sur les vitesses infinies d'Internet et s'en trouvent augmentés, mais nos cœurs ne sont pas touchés et s'essoufflent vite. À quoi bon alors nous faire les spectateurs du monde si nos âmes sont fermées à ce qu'elles voient? À quoi bon être renseignés sur tous les malheurs du monde s'ils ne nous arrachent que de feintes indignations, aussitôt remises à leur place dans le flux des informations? À quoi bon si nous n'arrivons pas à y croire? La vie numérique nous a ouvert à des possibilités absolument nouvelles. Il serait absurde et vain de chercher à nous en affranchir par la nostalgie des temps anciens. Mais tâchons de l'apprécier à sa juste mesure, ni trop ni trop peu. En limitant le temps passé devant les écrans, nous ne coupons pas du monde. Ce n'est pas se déconnecter, mais au contraire se reconnecter au réel et s'y ressourcer, sans quoi le virtuel finirait lui-même par perdre tout attrait. Affaire de bon sens, conclura-t-on. Mais après tout, le bon sens est souvent de bons conseils, même en philosophie.